Bernard Lugan, les événements récents nous renvoient à la situation du Rwanda, 16 ans maintenant après le génocide, puisque le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'est rendu auprès du président Kagame à Kigali, dans un voyage que certains ont pu interpréter comme un voyage vers Canossa, pour aller reconnaître, ne serait-ce qu'en partie, les responsabilités de la France dans les événements de 1994. Quelle est votre analyse à ce propos? Comment interprétez-vous ce voyage présidentiel dans l'Afrique des Grands Lacs? À propos de Canossa, disons simplement que le président Sarkozy n'est pas l'empereur d'Allemagne et que le général Kagame n'est pas sa sainteté le pape. Ceci étant, il est certain que ce voyage dans toute l'Afrique a été perçu comme un abaissement de la France. Mais je ne serai pas de ceux qui pourraient faire le reproche au président Sarkozy de tenter de normaliser les relations avec le Rwanda. Il est tout à fait normal, compte tenu de la géopolitique de l'Afrique interlacustre, tout à fait normal de tenter de renouer les fils du dialogue avec le Rwanda. Le reproche que je ferai au président Sarkozy est un reproche d'historien, parce qu'au nom de la réelle politique, il est tout de même difficile de passer sous silence la réalité historique. Et lorsque le président Sarkozy, en se rendant au mémorial du génocide au Rwanda, écrit sur le livre d'or la phrase suivante, le 25 février 2010, « Au nom du peuple français, je m'incline devant les victimes du génocide des Tutsis ». C'est une totale contre-vérité. Le président Sarkozy, en écrivant cette phrase, chausse les bottes du régime rwandais, car le génocide du Rwanda n'est pas un génocide des Tutsis, c'est un génocide des Rwandais. Il y a eu autant de Tutsis que de Hutus tués lors de ce génocide. Pourquoi le génocide des Tutsis? Donc sur le million ou le 1,2 million morts qui sont malheureusement à dénombrer durant cette période dramatique, durant ces 3 mois dramatiques, il n'y aurait que des victimes honorables, les Tutsis, et les victimes Hutus passeraient pour pertes et profits de l'histoire. Alors, il eût été plus raisonnable et plus licite vis-à-vis de la réalité historique de s'incliner devant le génocide du Rwanda et de toutes les victimes du Rwanda. Si je vous comprends bien, Bernard Lugan, vous ajoutez aux 800 000 morts Tutsis généralement comptabilisés à peu près 400 000 victimes Hutus. Pour arriver aux chiffres que vous nous avez donnés. Je renvoie aux chiffres qui ont été cités devant le tribunal pénal international, je renvoie aux travaux de mon collègue Philippe Reijens. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu entre 1 million et 1,2 million morts. Ce sont les chiffres officiels du régime de Kigali. Or, il n'y a pas eu 1,2 million Tutsis. Il n'y avait pas 1,2 million Tutsis au Rwanda. Et heureusement, Dieu merci, tous les Tutsis n'ont pas été tués. Alors, n'entrons pas dans une comptabilité macabre, mais il y a eu autant, plus, moins, peu importe. Il n'y a pas eu que des victimes Tutsis. Il y a eu des victimes Tutsis, il y a eu des victimes Hutus, il y a eu des victimes françaises, car l'on oublie, et là, tout de même assez étonnant, le président de la République va au Rwanda, n'a pas un mot de compassion pour les victimes françaises. Il faut bien voir que le génocide du Rwanda a débuté à la suite de l'attentat contre l'avion du président. Il y avait un équipage français qui n'était pas des militaires, c'était des civils. 3 Français. Nous avons eu, durant les premières périodes de ces massacres, 4 Français qui ont été massacrés, 2 gendarmes, un coopérant et l'épouse d'un coopérant gendarme qui ont été massacrés. Pas un mot. Profits et pertes. Il n'y a eu que les victimes officielles qui sont les victimes, j'allais dire, honorables, telles que le régime de Kigali veut les faire passer. Alors, ce voyage est un voyage qui, quoi que l'on en dise, va conforter l'idéologie officielle, l'histoire officielle telle qu'elle est écrite par Kigali et telle qu'elle est répercutée par les porte-paroles du régime de Kigali en Europe, notamment en France, par certaines associations et par certains journalistes.
Alors justement, revenons sur les événements dramatiques de 1994. Aujourd'hui, 16 ans après, que peuvent nous dire les historiens des événements tels qu'ils se sont déroulés? Quelles sont les interprétations qui peuvent être sérieusement avancées aujourd'hui, une fois passés les premiers émois traités généralement par les journalistes? Que peut-on dire de ce génocide, de son éventuelle préméditation, de ces victimes? Vous avez évoqué bien sûr les Tutsis, mais on a beaucoup parlé à l'époque des Hutus modérés. Que représente cette catégorie telle que l'ont présentée les médias? Que peuvent nous dire aujourd'hui, avec le recul des historiens, sachant que nous sentons bien que la vision des choses a quand même beaucoup évolué depuis les événements considérés? Votre référence aux Hutus modérés est tout à fait intéressante. Hutus modérés, ça ne veut rien dire. C'était les opposants au général Habyarimana, les Hutus. Mais le seul fait que l'on mentionne la mort sur une vaste échelle des Hutus présentés comme modérés montre bien que ce n'est pas le génocide des uniques Tutsis. Donc le président Sarkozy aurait été bien inspiré de parler du génocide rwandais, puisque le seul fait qu'il y ait eu des Hutus modérés massacrés, et je le répète, prouve qu'il n'y a pas eu que des Tutsis. Alors, le président Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères ont mis en avant l'idée d'une commission d'historiens. Eh bien, je ne vais pas faire de corporatisme, je veux dire non, non. Les historiens vont pouvoir travailler, mais pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, tout relève de la justice. Nous avons tout de même eu 2 chefs d'État en exercice. Le chef d'État du Rwanda, le chef d'État du Burundi, assassiné. Chef d'État en exercice. Monsieur Hariri du Liban, ancien Premier ministre, est assassiné. On crée un tribunal pénal international. Et pour 2 chefs d'État africains en exercice qui sont assassinés, on ne cherche pas quels sont les commanditaires de cet assassinat. Comme si 2 chefs d'État africains ne comptaient pas. Nous sommes dans une vision raciste. Imaginons que ces 2 chefs d'État n'aient pas été des Noirs africains, que se serait-il passé? Alors, au prétexte que le Rwanda et le Burundi sont 2 petits pays, dirigés par des chefs d'État africains noirs, élus au suffrage universel, leur mort ne compte pas? Non, nous sommes là dans une phase de justice. Et il y a des plaintes qui sont instruites. Les plaintes en France sont étouffées parce que les interventions du pouvoir politique français font que les juges français ne peuvent pas véritablement enquêter en totale liberté. L'enquête du juge Bruguière a été amoindrie par un certain nombre de manipulations. La suppression des juges d'instruction va faire que ce genre d'enquête va être de plus en plus difficile. La création d'un nouveau pôle de recherche génocidaire va faire que l'on va mettre un rideau de fumée sur tout cela. Mais il y a tout de même une affaire judiciaire en cours. Il y a les parents, les familles des Français qui ont été tués dans cet assassinat, dans cet attentat, qui se sont portés partie civile. Donc il y a une enquête. Il y a également l'enquête qui se déroule en Espagne, avec le juge Mereles de l'Audiencia Civil espagnole, qui a lancé plus de 30 mandats d'arrêt internationaux contre les plus proches du régime Kagame. Ce qui fait que ce n'est pas le temps des historiens encore, c'est le temps de la justice. Et donner la parole aux historiens, à l'heure actuelle, reviendrait là encore à noyer le poisson, parce que nous ne sommes pas au bout des investigations. Et puis, il y a un autre élément qui est fondamental, et là je vous parle en tant qu'expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, puisque j'ai le privilège d'être expert devant cette juridiction. Eh bien, les travaux qui se déroulent devant le TPIR sont considérables. Avant de créer une commission d'historiens, tirons simplement les leçons des jugements qui ont été rendus devant le TPIR. Or, 2 jugements sont fondamentaux. Personne n'en parle jamais. Le président de la République les ignore probablement. Ses conseillers ne lui ont pas fait la synthèse de ces 2 procès. Parmi la quarantaine de procès qui se sont déroulés devant le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, 2 étaient emblématiques. L'un, celui du colonel Bagosora, qui était présenté comme étant l'architecte du génocide, le cerveau du génocide.
et l'autre, qui était le procès de M. Proté Zigirani Razo, dit M. Z, le beau-frère du président Habyarimana, qui était présenté comme le chef d'une cellule secrète que l'on appelait la CASU et qui gérait en sous-main toutes les magouilles et toutes les opérations génocidaires. Donc, ces deux procès ont eu lieu pendant des années. J'ai été expert dans ces deux procès, donc je connais parfaitement le contenu de ces deux dossiers. Et dans tous les procès, le procureur, dans tous les autres procès, le procureur a été incapable de prouver la préméditation génocidaire. Car la théorie officielle est la suivante: ce génocide était programmé et il a été déclenché sur ordre par les extrémistes Hutus, dirigé par le colonel Bagosora et officieusement par M. Proté Z, qui dirigeait la CASU. Et dans aucun des procès qui gérait en sous-main toutes les magouilles et toutes les opérations génocidaires. Donc, ces deux procès ont eu lieu pendant des années. J'ai été expert dans ces deux procès, donc je connais parfaitement le contenu de ces deux dossiers. Et dans tous les procès, le procureur, dans tous les autres procès, le procureur a été incapable de prouver la préméditation génocidaire. Car la théorie officielle est la suivante: ce génocide était programmé et il a été déclenché sur ordre par les extrémistes Hutus, dirigé par le colonel Bagosora et officieusement par M. Proté Z, qui dirigeait la CASU. Et dans aucun des procès des comparses, le procureur n'était capable de soutenir sa thèse. Et la seule argumentation du procureur est de dire: mais vous verrez, le procès Zigirani Razo et le procès Bagosora vont montrer l'architecture du génocide. Patatras, tout s'effondre avec ces procès. Car au bout de 5 ans, 6 ans de procès, 2 jugements. Le premier jugement du 18 décembre 2008, procès du colonel Bagosora. Le colonel Bagosora est condamné à la prison à vie. Alors tous les médias en ont parlé. Vous voyez, il était coupable, puisqu'il est condamné à la prison à vie. Sur quoi est-il condamné? Il est condamné pour des crimes commis par des gens qui prétendument étaient sous ses ordres. Il le conteste. Mais il est acquitté officiellement par le tribunal pénal international. Il est acquitté de l'accusation de complot et de préméditation du génocide. Et les juges sont excessivement durs dans leur arrêt en disant le procureur n'a pas été capable de soutenir sa thèse, ses témoins ne sont pas crédibles, l'architecture présentée par le procureur ne tient pas la route. Donc le colonel Bagosora est acquitté de préméditation du génocide. Alors il est en appel pour les 2 cas ponctuels pour lesquels il est condamné à la prison à vie, ce qui fait qu'il n'y a plus de préméditation du génocide, puisque le cerveau du génocide est acquitté de cette accusation de préméditation et d'organisation du génocide. Deuxième procès, qui est aussi emblématique, le procès en appel de M. Z, Proté Zigirani Razo, qui était donc accusé d'être à la tête de l'ACASU, une cellule mystérieuse qui existait autour du président Habyarimana et qui était destinée à organiser le génocide des Tutsis. M. Proté est condamné en première instance. Il fait appel. Et le 16 novembre 2010, la Cour d'appel du TPIR rend un jugement d'une sévérité terrible envers le procureur. 2010. Le 16 novembre 2009, pardon, 2009, bien sûr. Il rend un jugement qui est terrible envers la chambre de première instance et le procureur. Il acquitte et il ordonne la libération immédiate de M. Proté Z. Et sur quels éléments? En disant que tout ce qui a été avancé par le procureur repose sur des montages. Dans mon expertise, je l'avais d'ailleurs démontré, j'avais montré que la CASU n'avait jamais existé, et nous avons fait citer comme témoins des opposants au général Habyarimana, qui appartenaient à un parti opposé au général Habyarimana, et qui sont venus dire à la barre: mais c'est nous qui avons inventé la CASU pour discréditer le président Habyarimana. Et ces gens ont expliqué à quel moment ils avaient inventé cette notion d'Akazu, etc., qui a été reprise ensuite par la presse, etc., donc libérée. Ce qui fait que, aujourd'hui, devant le TPIR, qui est tout de même la seule chambre habilitée à en juger, qui est une chambre créée, un tribunal créé par le Conseil de sécurité de l'ONU,
avec des magistrats professionnels qui siègent depuis 1995, des centaines de milliers de documents, des milliers d'heures d'enregistrement, 45 procès. C'est une véritable usine qui fonctionne. Tout se décide là-bas. Les dossiers sont parfaitement étudiés. Eh bien, les deux principaux jugements cassent totalement l'idéologie officielle. Personne n'en parle. Et le président Sarkozy, au lieu de tenir compte de ce qui s'était dit à Arusha, des jugements qui ont été rendus à Arusha, est allé embrayer, chausser les bottes de l'idéologie officielle du Rwanda, sans tenir compte de l'état actuel des connaissances. C'est pour ça que je dis qu'avant que les historiens ne se mettent au travail, d'abord quels historiens ? Quels historiens? Parce que nous avons là-dedans, dans cette affaire rwandaise, bien des pseudo-livres d'histoire qui sortent avec des gens qui sont des militants et qui ne sont pas des historiens au sens scientifique du terme. Des gens qui utilisent l'histoire pour défendre une théorie. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis parti du réel. Moi, je suis même parti d'une idée totalement opposée à l'origine. En 1994-95, j'étais persuadé que l'attentat contre le général Habyarimana avait été commis par des Hutus extrémistes. Et j'étais persuadé que le génocide avait été programmé. Et c'est en travaillant à Arusha, à l'occasion de tel et tel procès, que ma vision a totalement été renversée, avec une totale réinterprétation de l'histoire. Et qui sont les historiens qui ont fait, comme moi, ce retour complet et cette réactualisation en fonction de l'évolution de l'état des connaissances? Donc laissons les juges d'instruction, laissons la justice. Nous n'en sommes pas encore au moment où l'historien, avec beaucoup de recul, ou alors ce n'est plus un historien. L'historien qui a le nez dans le guidon n'est pas un historien, il fait du journalisme. L'historien doit laisser passer un certain temps. Et il faut attendre que les enquêtes espagnoles, car il y a une enquête espagnole très importante qui est menée sur ce génocide, laissons les conclusions de l'enquête espagnole se faire, laissons le TPIR achever ses travaux, laissons la justice française, si tant est qu'elle ait encore la liberté, la possibilité ou les moyens de continuer. Je ne sais pas si le juge Trévidic, qui a hérité du dossier du juge Bruguière, a les coudées vraiment franches et s'il peut véritablement poursuivre ses investigations. Je ne suis pas dans son secret et même si j'étais en secret, je n'en parlerai pas. Je ne sais pas quelle est sa marge de manœuvre. Laissons la justice se faire. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine, pour le moment, de la politique et de l'histoire. Il y a des enquêtes en cours, laissons-les aller à leur terme. Oui, alors dans ce contexte tout à fait particulier, comment interpréter les mesures qui viennent d'être prises vis-à-vis de la veuve du président Juvénal Habyarimana, qui se trouvait de fait réfugiée en France sans bénéficier vraiment de ce statut, et à propos de laquelle on s'interroge aujourd'hui pour savoir si, à la demande des autorités rwandaises, elle ne serait pas éventuellement expulsée de France, voire en direction du Rwanda. Eh bien, je serai très clair. Nous sommes là face à une procédure totalement insolite. Pourquoi? Madame Habyarimana est accusée d'avoir fait partie de l'Akazu. Et il était postulé que l'Akazu avait organisé le génocide. Or, la cour d'appel du TPIR, après plusieurs années de juge d'audience, a rendu un jugement disant que l'Akazu n'existait pas. Et que la notion d'Akazu, je viens de vous le dire, avait été créée par des adversaires du général Habyarimana pour lui nuire. Et le chef présumé de l'Akazu a été acquitté, libéré. Il est libre. Et le procureur ne pouvait pas faire appel, c'était un appel. Donc il est libre. Et l'on voudrait inculper Madame Habyarimana au motif qu'elle aurait fait partie de l'Akazu qui n'existait pas, et qui aurait décidé le génocide des Tutsis, alors que la cour d'appel du TPIR a dit que tout ceci était faux, était un montage. Alors je renvoie tout simplement les juges d'instruction qui sont en affaire de cela au procès Ziguinchor, et s'ils ont le moins doute, qu'ils me téléphonent, et je suis tout à fait disposé à venir, puisque j'ai été expert dans ce procès, et que j'ai été un de ceux qui a participé au démontage du mythe de l'Akazu, eh bien, que le juge me convoque, et je viendrai lui expliquer bien volontiers, je pourrai passer une journée avec lui, j'arriverai avec tous mes dossiers, et je lui montrerai sur quoi repose ce dossier. L'on risque d'expulser une femme de France, alors que
les juges qui ont travaillé sur la question depuis 10 ans, à Arusha, ont acquitté son beau-frère, qui était soi-disant son supérieur dans cette organisation fantôme qui n'a jamais existé. Nous sommes devant une procédure insolite et politique. On peut signaler à ce propos à nos auditeurs que le journal Le Monde, daté du 4 mars, considère toujours comme un fait établi l'existence de la CASU dans la présentation qu'il fait des difficultés faites à Mme Abiyarimana. Je renvoie le journal Le Monde au jugement de la Chambre d'appel du TPIR en date du 16 novembre 2009. Merci Bernard Lugan de ces éclaircissements à propos de la situation rwandaise. Merci.